Voilà, je m'appelle Marc Bader, strasbourgeois de naissance. Vous dire ce que j'ai fait, ça va être un petit peu long parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Je fais partie encore de cette génération qui n'a pas été assez longtemps à l'école pour y apprendre quelque chose. Et donc, je suis issu de ce que moi j'appelle la culture de la vie, la culture de la rue. Et voilà, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, j'ai travaillé pendant 45 ans dans des métiers très différents. La restauration, à l'usine, dans des emplois de bureau, etc. Et j'ai terminé ma carrière professionnelle en ayant passé par le transport, le travail social et l'administration pénitentiaire pendant 20 ans. Voilà, donc strasbourgeois depuis toujours. Je suis né à l'hôpital civil à Strasbourg, de parents alsaciens. Nous habitions Cité Spar à Strasbourg, qui est un quartier très populaire. Je suis issu de ce milieu-là. Et je me suis fait tranquillement, comme ça, à travers des rencontres. Voilà, j'ai des bons souvenirs de mon enfance heureuse, même si mes parents se sont séparés très tôt. Mais notre enfance était bien heureuse, que ce soit à Cité Spar ou après dans le centre-ville de Strasbourg. Que dire de plus ici? J'ai beaucoup parlé. Enfant, je parlais que l'alsacien. Ich habe früher noch mehr Elsässisch geredet. Daheim, mit den Eltern, wir haben neben den Großeltern gewohnt. Dann haben wir nur Elsässisch geredet miteinander. Und so als immer der Elsässer oben auf Radio Strasbourg gehört, das ist immer so gefitzt. J'ai des souvenirs, wie wir in der Küche gesessen sind und haben das immer gehört, so nicht niemand dürfen reden, gell? Wenn das Radio läuft, nämlich. Und wir sollen es hören. Und voilà. Mit den Großeltern, die haben nochmal Elsässisch geredet und Deutsch, kein Französisch, kennt meine Eltern doch, kein Französisch. Und so war ich rede also ein bisschen Elsässisch, wenn ich mit der Schwester sitze oder mit all die Kumpels. Dann kommt es vor, dass wir noch Elsässisch reden. Aber schon daheim. Daheim rede ich nicht mehr Elsässisch, weil meine Frau ist in Algerien geboren und redet kein Elsässisch. Die ist von dort und also mit dem Kleinen habe ich schon eine Tochter. Und mit der habe ich früher Elsässisch geredet und elsässische Lieder gesungen. Überhaupt so Schlaflieder, so Berceuse, wie man sagt. Und, aber es hat nicht genommen. Voilà. Was habe ich gemacht? Nebenbei ich bin immer tätig in der Gewerkschaft, Politik, Sozialvereinsleben, Centre soziokulturell und so. Und da habe ich in den 70er Jahren bin ich gewählt worden, im Gemeinderat von Schilligen, 77. Und da haben wir ein paar Jahre drauf, wo die elsässischen Sänger ein bisschen hochgekommen sind, haben wir das unterstützt und haben da das Festival gegründet. Schilligen singt immer noch. Und da bin ich ja sehr tätig gewesen, auch als Gewählter und auch als Verantwortlicher im Verein, im Centre soziokulturell von Marais, wo ich gewohnt habe. Und wie man dann die elsässische Kultur ein bisschen unterstützt hat. Das ist eine Ewigkeit gewesen. Und das ist etwas, wie ich heute noch, ich will sagen, ein bisschen stolz bin drüber, weil man sagt uns immer, es ist der Meer, wenn er kein Equipe hat und mit sich und Leute wie etwas bringen. Er macht auch nicht alles allein, gell? Man vergisst es immer. Und nachher, wenn es
wenn sie sterben, dann sind sie immer die besten Menschen auf der Welt und die wie alles gemacht haben. Und die Leute, die drumherum sind, wären ganz vergessen. Also voilà, für Kultur, elsässische Kultur, Chopin. Tschennigen wir unterstützt, eine Gruppe Sänger von Tschennigen. Mit Jean-Pierre Schlagdenhaufen, der Schlagdenhaufen, wie wir haben gesagt, und Christian Winterhalter. Die haben so Musik gemacht und die haben auch finanziell unterstützt. Wir haben halt ein bisschen die Hand an der Portefeuille mitmachen für die verschiedenen Discs zu produzieren. Voilà. Voilà, was ist Kultur. Bei dem finde ich heute der Diskurs über das Elsass, la sortie de Conseil régional und so Gedings. Ich finde, wir haben das Departement jetzt vergrößert. Wir sind nur noch ein Departement, aber in unserem alltäglichen Leben hat sich ja nichts geändert. Und das ist schon das große Problem. À quoi ça sert de changer les règles administratives? C'est la vie de tous les jours pour les habitants d'ici. Pour moi, c'est ça les Alsaciens. Hein? Einer, wie da lebt und einer, wie da schafft, ist für mich ein Elsasser, egal seine Herkunft und seine Sprache. Die Hauptsache, er kann da leben und arbeiten und in der Ordnung seine Familie größer und unterstützen. Voilà. Und also, wenn es für die im Alltäglichen nichts geändert, dann brauchst du auch nicht alles ändern, weil administrativ, gell? Für nur unter sich zu bleiben, hat es auch gewährt. Voilà. Das ist ein bisschen meine Frage, wie man so stellt, wenn ich es so höre, die Leute von der Politik, von der Großpolitik, sie sind die einzigsten, die da etwas zu sagen haben. Und Leute von unserer Gegend, wenn sie etwas gefreut wären, nutzt sie erst ungefähr als Alibi für die, wenn sie haben ja ihren Beschluss schon getroffen, im Allgemeinen, und dann, wir nutzen ja nichts mehr, nebendran. Voilà, das ist ein bisschen meine Kritik an die heutige Lokalpolitik. Der Armand Peter habe ich. Also der Armand Peter ist eine alte, wir haben eine alte Geschichte miteinander. Wie gesagt, ich bin sogenannter Autodidakt. Ich habe nicht gekannt, wie er die Mühsamerwagens gemacht hat. Noch. Und wie er zurück ist gekommen, wie er von seinem... Il a fait un séjour comme objecteur de conscience à l'ambassade de France de Hanoï. Et à son retour, j'étais actif dans une organisation de jeunesse politique, aux jeunesses communistes pour pas les nommer, et on a organisé avec lui une expo photo itinérante pour collecter, d'abord pour dire la vérité sur les bombardements américains sur le Nord-Vietnam et sur Hanoï, et pour collecter, entre autres, des moyens, des livres, des cahiers, des crayons, des choses comme ça, de la fourniture scolaire pour les écoles au Vietnam. Et donc, dans ce cadre-là, avec Armand Peter, on a organisé une expo photo itinérante qu'on avait fait au bistrot qui n'existe plus aujourd'hui. C'est à la Crutenau, au Barin à la Crutenau, au Coq Blanc à Schiltigheim, au Cheminot à Bischheim, qui étaient un petit peu les bastions des habitudes communistes de l'époque. Donc on s'est rencontrés, ça c'était début des années 70, même Armand Peter, et puis après on s'est longtemps perdu de vue, et puis j'ai eu plaisir à le revoir et à échanger avec lui
dans le cadre de ses activités à la ville de Chilique, comme animateur culturel et historique. Voilà, voilà, donc j'ai connu Armand Peter, j'ai connu des gens qui étaient un petit, comme dit, donc Jean-Pierre Schlagdenhaufen, de Schlotterhufe, de Christian Winterhalter, un certain nombre de gens d'Animalaire qui étaient plus dans la technique autour des gens, mais voilà. Bon, Patrick Chevalier, je l'ai connu quand il était encore à l'Ange d'Or. Voilà, j'ai rencontré des gens comme ça dans ma vie. C'était une municipalité d'Union de la Gauche. C'était les deux premiers mandats, c'était une municipalité d'Union de la Gauche, donc avec des élus communistes, avec des élus socialistes et des gens qui étaient non inscrits dans des partis politiques. Voilà. Le maire se disait en rocardien, à un moment donné, en rocardien de l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait suivi la voie de beaucoup de maires, soi-disant rocardiens et socialistes, pour terminer leur carrière politique à droite comme ils l'ont fait. C'est une appréciation qui m'est complètement personnelle. Je sais qu'elle dénote un petit peu dans le discours régional, dans la région, dans le discours politique ambiant et général. Parce que bon, autrement dit, on a fait à la municipalité, donc j'étais élu de 77 à 89, on a fait quand même ce que moi je dis de belles choses. On a fait la réhabilitation du Vieux-Chilique, avec la création de l'atelier public d'architecture, avec le maintien pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'à la Cruteno, où on a vidé la Cruteno dans le cadre de la réhabilitation, on l'a vidé de ses habitants et de son habitat populaire. Nous, on a essayé de faire en sorte que cet habitat populaire issu des travailleurs chilicois dans le Vieux-Chilique puisse être maintenu. Donc on a fait ça via l'atelier public d'architecture, qui était un atelier municipal qui aidait les propriétaires à réaliser techniquement le plan de rénovation, mais également à monter à côté les dossiers budgétaires pour le financement des réhabilitations et pour se maintenir in situ. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a très bien fait. On a fait entre autres le Schilligesing des Monts Nord, on a relancé le Mesti de Schiltigheim, on a relancé la fête de la bière, on a relancé effectivement ce qui faisait à l'époque le fait que les gens disaient « à Schillige lebt's ». In Schillige Brepslos. C'est redevenu une ville à part entière, une commune qui était reconnue en tant que telle et qui est sortie un petit peu de sa léthargie et de sa situation de cité dortoir, de banlieue. Voilà. Après, ça a été la fin des grandes brasseries, ça a été la fin des 30 glorieuses d'une manière industrielle. Et donc les brasseries ont reconnu les concentrations capitalistiques. Mais bon, on voit bien aujourd'hui où ça nous a menés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les bâtiments des brasseries Schützenberger est à l'abandon, Adelshofen a été rasé pour laisser place à une opération immobilière, Fischer est une opération immobilière avec un petit projet culturel via le cinéma, mais qui a quand même du mal à se réaliser. Et puis Heineken, l'ancienne brasserie Ancre, est aujourd'hui un territoire à l'abandon parce que le projet industriel, le projet économique est complètement abandonné. Et on ne sait pas ce qu'à l'avenir ça va dire, en sachant que
ce sont quand même quelques hectares de terrain en plein centre-ville et que ça, dans l'ambiance actuelle, ça doit certainement attiser des appétits immobiliers importants. Voilà. Mais bon, donc, c'est vrai qu'on a été encore à cette charnière, à cette époque charnière. Mais toujours, voilà. Mais on a fait ça. Après, on a, à côté de ça, on a aussi, à cette époque, un petit peu relancé tout ce qui était les plans de soutien à l'école. Par exemple, un truc que je me souviens, c'est nous avions ouvert les cours des écoles comme espace de jeu en dehors des heures scolaires, des heures de l'ouverture d'école, et ça a été une grande première. On a fait, par exemple, ce qui fonctionne encore toujours, à l'école primaire au Marais, on avait fait une première classe pour enfants trisomiques, entre autres. Aujourd'hui, c'est une classe avec des enfants non malvoyants et qui ont des handicaps de ce type-là, et intégrés dans l'école. Et ça, je trouve qu'on a apporté le soutien à pas mal de projets comme ça, qui font qu'aujourd'hui, voilà, il y a des restes qui sont intéressants, quoi, hein. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Donc oui, on a fait des bonnes choses. Et puis après, moi je trouve personnellement, après 89, la municipalité s'est un petit peu endormie sur ses lauriers, et ce qui a amené effectivement à un moment donné la fin de la gestion de gauche de cette municipalité. Voilà. Même avec déjà après Muller a ouvert sa majorité électorale à droite avec les centristes, et l'étiquette de gauche ne servait plus que d'alibi pour faire voter comment on appelle ça, les quartiers populaires et les gens de sensibilité de gauche. Mais sur le fond, voilà. Mais bon, ça c'est... Avec Catherine Trottmann, comment dire, on sentait une grande sympathie et beaucoup d'attentes. Mais une fois de plus, Strasbourg a toujours eu une politique un peu bizarre à ce niveau-là. C'est qu'on a toujours, et majoritairement, conçu la politique strasbourgeoise autour du centre-ville et de l'ellipse insulaire et des quartiers du centre-ville au détriment des quartiers périphériques. Et 30 ans après ou 40 ans après, on s'étonne par exemple que dans ces quartiers périphériques, aujourd'hui, on a des taux d'abstention de l'ordre de 70 à 80%, et on s'en étonne alors que c'est le résultat d'attitudes qui s'ancrent dans la population. Vous savez, moi en 82, je suis allé travailler à la cité nucléaire de Cronenbourg comme travailleur social. J'y ai créé les PAIO, les permanences d'accueil, d'information et d'orientation, ce qui est aujourd'hui devenu la grande mission locale de Strasbourg. Mais déjà, à cette époque-là, on a assisté à un revirement de la composition sociologique des quartiers. En ce sens qu'il y avait plein d'immeubles où vous aviez de grandes administrations qui avaient participé avec le 1% à la construction de ces immeubles, et qui avaient donc un droit de tirage sur un certain nombre d'appartements, en fonction de l'argent qu'ils avaient mis dedans. Et on a vu, petit à petit, les gens de ces administrations abandonner et quitter ces immeubles du fait des conditions de vie, du fait des conditions d'habitation, des prix, pour se dire, écoute, à quelques francs de plus,
autant aller dans un quartier où on a un peu moins de promiscuité, où on est moins à la périphérie, etc. Et on a donc assisté à la paupérisation des cités environnantes. L'arrivée massive de populations étrangères, mais surtout à la paupérisation de ces quartiers, paupérisation qui a été pour partie nourrie, augmentée à travers la transformation des allocations logement de l'aide au logement à l'aide à la pierre, où on a versé directement l'argent au bailleur social. Et donc le bailleur social, lui, avait, dans un intérêt purement de gestionnaire, plutôt un intérêt à se garantir une rentrée d'argent via l'allocation logement, plutôt que de gérer la relation sociale qui était dégradée et qui était engendrée par cette concentration de paupérisation. Voilà. Donc, moi, j'ai connu ça parce que j'ai connu aussi, personnellement, le bond en avant que représentait socialement l'accès à un logement HLM. J'habitais Cité Spar, comme je l'ai dit au début. Cité Spar, c'est des immeubles. On avait les toilettes sur le balcon qui étaient des pièces rapportées. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de salle de bain. On avait le charbon en bas dans la cave. On montait tous les soirs les seaux de charbon et le briquet pour la nuit, etc. Et donc, au début des années 60, nous avons eu, après une demande des HLM, une enquête de l'assistante sociale des HLM, accès à un logement HLM à la cité Ménou, à la cité Canardière, qui était en train d'être construite. Et on est là début des années 60. Et moi, je peux vous dire qu'on a fait... dans la rue, les gens nous ont regardés en disant « Oh, vous avez de la chance, vous avez accès à un HLM. » Et c'est vrai que c'était une grande chance, on rendait compte. Une salle de bain, de l'eau chaude courante, le chauffage central, c'était extraordinaire. On a fait un bond dans la société. Extraordinaire. Et j'ai assisté à ça, je l'ai vécu. Et après, professionnellement, comme travailleur social, j'ai assisté à toute cette dégradation, à toute cette déclassification que représentait et que représentent aujourd'hui les conditions d'accès à des logements dans les cités comme Cronenbourg, comme aux écrivains, à Schiltigheim ou au Neuhof, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas au début des années 60, quoi. Et je pense, au début des années 70. Donc, moi, j'ai assisté à ça, et c'est vrai que c'est aujourd'hui la politique, même si il y a peut-être de temps en temps des efforts qui sont faits, on a du mal ici à regagner des territoires de citoyenneté, de pratiques citoyennes. Ça, c'est important. Et la ville de Schillig, aujourd'hui, comme la ville de Strasbourg, ont du mal à ce niveau-là, à intégrer cette différence. Mais c'est vrai que l'ensemble des forces politiques, aujourd'hui, d'une manière générale, quand elles disent faire des analyses politiques, elles analysent tout en faisant abstraction des taux d'abstention des quartiers populaires, qui représentent quand même, mis bout à bout, la majorité en termes d'habitants de l'agglomération. Bon, il y a des velléités qui ont été mises. Moi, je me rappelle les opérations du Bedou au début des années 80. Nous-mêmes, à Schillig, on avait mis la première opération de réhabilitation du Grand Ensemble, donc de ce qu'on a appelé dans le temps la cité Hirstein, et qu'aujourd'hui on parle du quartier des écrivains
parce que ça fait mieux. Donc voilà, ça fait partie de ce type de mesures que j'appellerais, moi, c'est des rustines sur une jambe de bois. Pour les gens du quartier des écrivains, qu'on dise vous habitez cité Hirstein au quartier des écrivains, je veux dire, à la fin du mois, il n'y a rien qu'à changer. Hein. La fin du mois commence encore toujours le 15 et ça règle rien. Au contraire, aujourd'hui, vous allez dans ces quartiers, vous n'avez plus de service public, vous avez encore une association qui essaye de pallier le manque comme elle peut, mais ce n'est pas avec ce type de mesurettes et de mesures qu'on va changer fondamentalement les choses. Et même à la marge, je suis assez dubitatif, mais je peux être un petit peu méchant. Ça dénote bien la vision petit bourgeoise de la gestion de la société et qui est loin de regarder sur le fond du pourquoi et du comment des choses. Voilà. Moi, je dis par exemple, on a fait une première opération de réhabilitation fin des années 70, début des années 80, mais en tant qu'élu communiste, on avait dit mais tant qu'on n'intervient pas à l'intérieur du bâti sur la transformation du type d'appartement dans les immeubles, etc., pour mélanger les populations, y compris sociologiquement, on ne changera rien. Et en fait, ils ont fait une opération de réhabilitation. Ils ont demandé aux gens, vous voulez du verre clair ou du verre foncé sur les murs, et puis c'est tout. On a fait du ravalement de façade, mais sur le fond, on n'a pas fait de réhabilitation de quartier. Et aujourd'hui, on dépense effectivement beaucoup d'argent pour ce type d'opération. Et je ne sais pas encore ce qu'on va donner. Pour l'instant, on fait tomber des immeubles, mais pour l'instant, je ne vois pas arriver de mixité sociale et de mieux vivre dans ces zones géographiques. Parce que je ne sais plus si on peut appeler ça encore des quartiers ou des cités populaires. C'est pas. Il faut arrêter de stigmatiser aussi comme ça les choses. Voilà un petit peu la question. Donc, sur la ville de Strasbourg, l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage. Großpolderverein, nicht mehr. C'est des petits bourges. C'est des petits bourges. Alors, bien sûr, c'est chic de rouler en vélo cargo, etc. Hein, qui est toujours comme ça pour faire un petit peu caricatural et pour me moquer d'eux. C'est dit, toute la semaine, vous voyez en vélo cargo dans les rues de Strasbourg, et le vendredi après-midi à 4h, vous le mettez, vous sortez le SUV et vous allez dans la maison de campagne dans les Vosges. D'accord ? Pour revenir le dimanche soir. Voilà, voilà les écolos. Je suis quand même obligé de reconnaître que, excusez-moi, mais oui, je connais bien les écolos à Chilic. Dans les quartiers, on ne les voit pas beaucoup. Tout au long de l'année, on ne les voit pas beaucoup. Leurs soucis, on n'a pas vraiment le sentiment. Alors bon, ils repeignent une façade d'un immeuble pour faire une fresque. Nein, selbst gemacht. Das ist furchtbar, verstehst du? Aber pour, par exemple, avec le bailleur social, pour qu'il y ait une prise en charge par les habitants de la gestion des parties communes, de leur donner des moyens pour intervenir à ces niveaux-là, là, il n'y a personne. Parce que, alors qu'ils gèrent les écolos, président du foyer moderne de Schiltigheim, qui est le gros bailleur social de Chilic, à côté, qui fait partie du regroupement, là, je veux dire, c'est toujours... Ah oui, mais c'est la réglementation qui fait la réglementation qui nous oblige à... Sauf que, je me rappelle, il y a une fois un ministre qui est nouvellement arrivé, il a dit « je veux ceci, je veux ceci, je veux cela », et où chaque fois les fonctionnaires disaient c'est pas possible à cause de la réglementation, à cause des lois. Et le gars, à un moment donné, a dit « messieurs, vous êtes des fonctionnaires, vous n'êtes pas payés pour me dire ce que je peux pas faire. Vous êtes payés pour faire ce que je vous dis de faire et de trouver les solutions. » Voilà, et je crois que cette notion-là,
du rôle politique et du rôle qu'on peut avoir parce qu'on est un grand fonctionnaire ou haut fonctionnaire, etc. C'est un petit peu élu. Donc, je crois ils sont gentils, les écolos, mais c'est pas en dépensant l'argent en faisant des brumisateurs place de la gare et de l'autre côté, ils disent aux gens faut fermer le robinet quand vous vous brossez les dents. Et puis voilà, hein, et puis de l'autre côté. Je veux dire, il y a des choses qui, pour moi, par rapport à des gens qui devraient prôner un choix de société, il n'y a pas de choix de société, il n'y a pas de cohérence. Il y a des actions comme ça, mises l'une bout à bout, et qui devraient avoir des effets bénéfiques sur un global. Mais je veux dire, c'est bien beau de dire aux gens fermez le robinet quand vous vous brossez les dents, éteignez la lumière et prenez le vélo. Mais si je dis rien sur les dégâts de Total et compagnie, c'est pas la peine non plus. Parce que les dégâts, d'un point de vue climatique, que font ce genre d'entreprise, c'est quand même dans une autre échelle que simplement les robinets chez le particulier, quoi. Et voilà. Mais bon. Donc ils sont bien gentils, mais à mon avis, ça va pas loin. Et je pense que. Mais en Alsace, si elle reste comme ça, il n'y a pas d'avenir pour la gauche. C'est la gauche aujourd'hui. Si les appareils ne changent pas leur paradigme d'analyse de la situation, ils vont se planter. L'avenir de la gauche n'a de sens que si on parle avenir des gens. Moi, j'ai été longtemps, jusqu'à fin des années 90, militant au Parti communiste français, que j'ai quitté fin des années 90. Mais je veux dire, aujourd'hui, je suis déçu de l'incapacité de ces gens-là à se remettre en cause et à arrêter de privilégier l'outil par rapport à l'objectif. Moi, je suis toujours prêt. Voilà, moi, j'ai appris ça, jeune militant, quand je suis arrivé dans l'usine et quand j'ai fait mes premiers pas dans le combat syndical et l'activité politique, on m'a toujours dit il faut l'objectif. Je regrette aujourd'hui de devoir constater que la majorité des organisations politiques, et y compris des fois syndicales, plus on monte haut, plus j'ai le sentiment, alors c'est peut-être qu'un sentiment n'est pas une réalité, j'ai le sentiment qu'ils privilégient tous l'outil, leur parti, plutôt que l'objectif. Et donc l'objectif, l'avenir de la gauche, moi, si on ne donne pas des sous à la fin du mois aux gens et le moyen de pouvoir gérer leur affaire correctement, et c'est pas avec 50 € par mois que ça va le faire, il n'y a pas d'avenir. L'avenir aujourd'hui, c'est vrai, les gens, quand on écoute les gens dans la rue, l'avenir, c'est dans une radicalité. C'est plus dans la gauche plan-plan à la Hollande et à la Trautmann que ça va se faire. Les gens, c'est pas ça qu'ils demandent. Toute une partie de la population qui se rébelle et qui dit « je ne joue plus ce jeu-là » et qui cherche d'abord des réponses dans la radicalité, et de temps en temps, elle s'exprime, y compris dans la rue et lors des manifs. Et je pense un petit peu au débordement lors des manifestations qu'il y a, soit en France, et qu'il y a eu lors des manifs pour les retraites, quoi. Moi, personnellement, voilà, je dis, c'est notre projet aujourd'hui de la gauche. Je me sens toujours encore de gauche, fondamentalement. C'est dire, oui, il faut un autre projet. L'Alsace, c'est là où on a grandi, hein, c'est là où on a vécu, c'est là où on vit. L'Alsace, politiquement, elle est à l'image du reste
là, qu'on prenne la preuve, regardez, vous avez le républicain qui gère le Grand Est, vous avez les républicains qui gèrent le département, c'est la CEA, et ils sont en train de nous vendre, il faut sortir de la région Grand Est pour redevenir l'Alsace. Mais pour redevenir quelle Alsace? L'Alsace fantasmée de Honsi. C'est pas cette Alsace-là. Moi, je dis c'est Alsacien. Tous ceux qui vivent et qui travaillent ici, c'est des Alsaciens. Voilà, c'est tout.